L'actualité française et la suite de cette campagne éclair avant les élections législatives anticipées en France. Premier tour le 30 juin, second le 7 juillet. Les chefs de file des différentes formations politiques poursuivent leur déplacement. À l'image de Jordan Bardella, le chef de file du Rassemblement national seront aujourd'hui en région parisienne au salon de défense Euro-Satori. Il est attendu sur plusieurs sujets brûlants en matière de défense en ce moment. Il est attendu sur une clarification de ses positions concernant notamment la guerre en Ukraine et celle qui a cours au Proche-Orient. Pendant ce temps-là, la gauche, elle aussi fait campagne. Pour l'insoumis François Ruffin, Emmanuel Macron a, je cite, choisi son camp. Pour lui, mieux vaut le national-autoritarisme que le Front populaire. Fin de citation. Et puis l'homme à l'image ici, Raphaël Glucksmann, est aussi en campagne, attendu à Marseille. Un nouveau Front populaire soutenu explicitement par la CGT. La CGT appelle à voter pour ce front, mais aussi appelle à des grèves pour les 20 et les 27 juin. Et on va décrypter les enjeux de ces législatives en France avec vous, Bilal Tarabay. Bonjour Bilal. Bonjour Damien. On va s'intéresser notamment aux alertes lancées par la majorité présidentielle. D'abord sur le plan économique, le risque du chaos, c'est en tout cas ce que dit Bruno Le Maire dans le journal Le Monde. Il avertit: la victoire de nos opposants conduirait, je cite, à la mise sous tutelle de la France. Et cette stratégie, vous nous dites ce matin qu'elle a un nom, c'est le vote portefeuille. Absolument, le vote portefeuille, à ne surtout pas confondre avec le vote pouvoir d'achat. Alors en fait, tout ça a été théorisé par des Français comme Nona Meyer ou des Américains comme Gerald Meyer, mais en résumé, le vote portefeuille, ce sont des gens qui votent par sociotropie, c'est-à-dire qui votent plutôt en fonction de la situation économique générale du pays, et il s'agit plutôt des catégories aisées. Le vote pouvoir d'achat, ce sont des gens qui votent plutôt par égotropie, c'est-à-dire en fonction de leur situation économique personnelle, de leur poche à eux, et il s'agit plutôt des catégories populaires. C'est pourquoi les blocs politiques, les deux qui visent l'électorat populaire, elles misent sur des promesses sur le pouvoir d'achat, c'est très logique. Le nouveau Front populaire, par exemple, avec son SMIC revalorisé à 1 600 € net, ou bien au Rassemblement national, la promesse de la baisse de la TVA sur l'énergie à 5,5%. Et alors, est-ce que cet appel au vote portefeuille est une bonne stratégie ? Eh bien non, ou en tout cas, elle le fut, mais elle ne l'est plus, puisque selon un sondage IFOP paru hier, 16% des électeurs des catégories supérieures ou aisées voteraient à ces législatives pour Renaissance, alors qu'il y a 2 ans, sur un même sondage réalisé avec la même méthodologie, c'était 30% des catégories supérieures ou aisées qui votaient pour le bloc présidentiel. Et là où ça devient intéressant, et là où ça illustre le sentiment de rejet qu'inspire cette majorité présidentielle, c'est que cette année, 29% des catégories aisées voteront ou veulent voter pour le Rassemblement national et 29% pour le nouveau Front populaire, alors qu'il y a 2 ans, c'était 11% pour le RN et 24% pour l'ancêtre du NFP, la NUPES. Il y a donc 3 principaux groupes qui s'affrontent dans ces législatives anticipées. Une gauche radicale et extrême gauche selon certains, une droite radicale et une extrême droite, et puis un bloc central, centre-droit dirons-nous. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a appelé au rassemblement des modérés contre les 2 extrêmes. C'est assez idéologique, proche du moi ou le chaos. Est-ce que c'est pas périlleux comme stratégie ? Bien, c'est périlleux pour la démocratie, à la fois selon des théoriciens de gauche et à la fois selon des théoriciens de droite. Vous prenez Thomas Piketty, bien connu, un économiste de gauche, qui écrit que lorsqu'on a un bloc centriste opposé à 2 extrêmes, ce bloc centriste a tendance à prétendre incarner à lui seul la raison démocratique. Et vous prenez quelqu'un qui publie régulièrement dans le Figaro, c'est le constitutionnaliste Benjamin Morel, qui écrit que l'installation durable d'un bloc central dans la vie politique française brouille le débat démocratique. Et la journaliste Solène de Royer nous rappelle dans Le Monde que ça n'est pas nouveau, ce discours, cette rhétorique
d'Emmanuel Macron, puisque dès 2016, il visait à dépolitiser ou à enlever toute notion d'idéologie dans la population pour, dit-il, c'était son concept de Startup Nation, viser l'efficacité, sauf que cette idéologisation de la population, eh bien, elle lui revient en boomerang. Bilal, on approche peu à peu de ce premier tour, c'est dans une dizaine de jours. Est-ce qu'on a une idée des intentions de vote ? Eh bien oui, sur ce sondage IFOP dont je vous parlais, qui est paru pas plus tard qu'hier, on voit que l'Assemblée nationale serait toujours divisée en 3 tiers. Là, on vient de les voir. Donc un très grand tiers au Rassemblement national avec 33% des intentions de vote. 28% de l'autre côté de l'hémicycle pour le nouveau Front populaire à gauche. Et donc, vous le voyez, Renaissance, ce bloc central, avec un petit tiers à 18%. Voilà, et puis il y a les indécis dont on ne parle pas dans ce sondage, mais qui pèseront probablement dans ce scrutin. Merci beaucoup, Bilal, pour ce décryptage.